Bienvenue à tous dans ce nouveau cours de biochimie à distance. Aujourd'hui, on va continuer donc le cours sur les acides nucléiques, le continuer et même quasiment le terminer, je pense. Alors, on a vu donc tout ce qui concernait l'ADN, et vous en doutez certainement, on va passer cette fois-ci à l'acide ribonucléique, c'est-à-dire l'ARN. Donc ARN veut dire acide ribonucléique. Quelles sont les principales différences justement entre l'ARN et l'ADN? Donc c'est ce que nous allons voir maintenant, les principales différences. Donc tout d'abord, les ARN sont des macromolécules monobrins, alors qu'on avait vu bien évidemment que l'ADN c'était un double brin en hélice. Ici l'ARN ce sont que des monobrins. Et on peut malgré tout observer des zones hybridées double brin. C'est-à-dire que parfois l'ARN monobrin rencontre une partie de lui-même et il y a des zones qui sont complémentaires. Et quand les zones sont complémentaires, elles s'assemblent. C'est-à-dire que A va avec U, A avec U, C, G et G avec C. Alors déjà, vous repérez quelque chose d'anormal, vous repérez cette base azotée un petit peu particulière. On va en reparler justement tout à l'heure. Donc voilà une principale différence. Autre différence entre l'ADN et l'ARN, dans l'ADN on a vu qu'on avait affaire à du désoxyribose. Sur le carbone 2', on a affaire à du désoxyribose. Il se trouve justement que l'ARN, l'acide ribonucléique, n'est pas l'acide désoxyribonucléique. Par conséquent, ce n'est pas du désoxyribose en 2', mais bien du ribose, c'est-à-dire en 3' en 2', on a des groupements OH. Donc voilà une deuxième grande différence entre l'ADN et l'ARN. Et donc à la fin, on aura des ribonucléosides et des ribonucléotides pour les ARN, et non pas des désoxyribonucléosides et désoxyribonucléotides. Donc ça, c'est la deuxième différence. Attention pour autant, le squelette du brin est toujours 5', 3'. Bon, cela va de soi, c'est-à-dire qu'on avait vu dans l'ADN qu'il y avait un sens, 5', 3'. C'est pas parce qu'on passe en ribose, avant on était en désoxyribose, c'est pas parce qu'on passe en ribose qu'on n'a plus la convention 5', 3'. Elle est toujours là. En 3', on a un OH, tout comme on avait en 3' un OH pour le désoxyribose. Donc là, c'est pareil. Autre différence avec l'ADN, les bases azotées sont exactement les mêmes, sauf pour une. C'est-à-dire que dans l'ADN, on avait A, T, G, C. Et bien là, il se trouve qu'il y a une des bases azotées qui n'est pas la même. On aura effectivement la thymine qui va être remplacée par l'uracile. Donc, dans la thymine, alors on va aller voir un petit peu à quoi ressemble la thymine pour rappel. Donc voilà la thymine, regardez bien, vous avez à midi, vous avez un CO, puis à 4h, à 16h, vous avez un CO, puis là vous avez votre azote. Et la thymine a été particulière parce que à l'opposé, vous avez un groupement méthyle. D'accord? Et je vous rappelle que la thymine se liait à l'adénine et qu'il y avait deux liaisons hydrogène. Bien, regardez un petit peu ce que l'on trouve. Donc dans l'ARN, il n'y a plus de thymine, mais dans l'ARN, on trouve l'uracile. C'est exactement la même, c'est-à-dire un CO à midi, un CO à 16h. Ici notre azote à 10h et à 18h, mais il n'y a plus le groupement méthyle CH3. Donc voilà la différence. On n'a plus de thymine, mais on a de l'uracile dans l'ARN. Et bien évidemment, il y a une codification de dénomination. L'uracile, c'est la base azotée, et quand elle est transformée en nucléoside, on parlera d'uridine. D'accord? Et donc, on retrouve donc les mêmes complémentarités de base, sauf qu'au lieu que ce soit la thymine, c'est l'uracile, et il y aura aussi les deux liaisons hydrogènes entre U et A, de même qu'il y avait deux liaisons hydrogènes entre T et A. Remarquez, la différence, elle est juste au niveau de ce méthyle. Quand on a de l'uracile au lieu de la thymine, on n'a pas le groupement méthyle, mais pour le reste, rien ne change. Donc à ce sujet, vous pourrez faire donc justement l'exercice numéro 3 du devoir maison que je vous proposerai justement dans le mail. Donc voilà les principales différences avec l'ADN. Alors, il se trouve que dans une cellule,
il existe différents types d'ARN. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça un petit peu en BCM. Il y a 3 types d'ARN. Le premier type d'ARN le plus important, c'est l'ARN messager. Et cet ARN messager, eh bien, tout simplement, il est produit lors d'un processus cellulaire qu'on appelle la transcription. Donc ce qui vous est représenté ici en jaune, c'est l'ADN double brin, 5', 3' dans un sens et 3', 5' dans l'autre sens. Et arrive une enzyme, cette enzyme est l'ARN polymérase, et cette enzyme, elle va ouvrir le double brin d'ADN et elle va lire un seul des brins. Elle va lire le brin matrice. Elle va lire ce brin et devant chaque base de ce brin, elle va lui proposer une base complémentaire. Par exemple, devant G, elle va mettre C, devant T, elle va mettre A, etc. Et puis, quand elle rencontre un A, elle met un U. Alors remarquez bien dans quel sens elle se déplace. Elle se déplace par rapport à l'ARN, parce que la molécule orange ici c'est l'ARN messager, elle se déplace dans le sens 5', 3'. Donc on a une extrémité 3'OH qui est en cours d'élongation. Donc l'élongation de l'ARN messager se fait dans le sens 5', 3'. C'est-à-dire que le prochain ribonucléotide à être associé ici, eh bien tout simplement ce sera un U. C'est pour ça qu'on vous a mis un U ici, un U qui va venir se polymériser ici au niveau de l'extrémité 3'. La polymérase se déplace, elle ouvre l'ADN, elle rajoute des ribonucléotides, et ainsi vous avez l'ARN messager qui grandit de nucléotide en nucléotide. Et il sort de la bulle d'ADN, et à l'arrière vous avez l'ADN qui se referme petit à petit. Donc ça c'est la transcription, et elle contribue donc à former l'ARN messager. D'accord? Donc je vous ai écrit l'ADN double brin, le DB-ADN, en présence de nombreux N, nombreux XTP. Ce qu'on appelle des XTP, c'est des ribonucléotides triphosphates, et non pas des désoxyribonucléotides triphosphates. On met un X pour dire que c'est soit ATP, soit GTP, soit CTP, soit UTP, d'accord? Donc des NXTP, et la polymérase va les polymériser. Elle va bien sûr rendre intact l'ADN double brin qui a servi de matrice, mais elle va rendre une molécule monobrin qui est l'ARN messager. Où va se situer cet ARN messager? Eh bien, il peut avoir 2 localisations. Alors bien évidemment, si vous êtes dans une cellule prokaryote, petit rappel, chez les prokaryotes, les bactéries, l'ADN est dans le cytoplasme. Il n'y a pas de noyau. Si vous êtes dans une cellule eucaryote, ce qui se passe, c'est que comme l'ARN messager est produit au niveau de l'ADN, eh bien on va retrouver de l'ARN messager dans le noyau. Ensuite, cet ARN messager va transiter à l'extérieur du noyau dans le cytoplasme de la cellule. Et là, il va rejoindre des sites où se trouvent des ribosomes. Et c'est ces complexes macromoléculaires dont on va parler tout de suite tout à l'heure, qui vont lire l'ARN messager pour en faire une protéine à partir d'acides aminés. Et donc, on aura de l'ARN messager qui se trouvera donc aussi au niveau du cytoplasme. Alors, on voit très bien par des expériences d'autoradiographie, on a déjà parlé de l'autoradiographie, donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'ouvrir Internet et d'écrire autoradiographie. Expérience d'autoradiographie, donc, où on met des éléments constitutifs de molécules, des monomères, en milieu cellulaire, et la cellule va prendre ces éléments pour faire des polymères. Alors on peut lui donner par exemple des XTP, donc des ribonucléotides qui soient marqués par exemple avec un isotope radioactif. Et quand on fait ça et qu'on déclenche un chronomètre, ce que l'on observe, c'est que les XTP vont d'abord s'accumuler au niveau du noyau, c'est-à-dire que l'ARN est d'abord formé dans le noyau, et ensuite eh bien, il migre. On voit que si on fait des lavages et qu'on rajoute de nouveau des XTP radioactifs, eh bien on voit que au cours du temps, en fait, la radioactivité va migrer à l'extérieur du noyau vers le cytoplasme. Donc ça montre bien ce qu'on a vu à l'instant, c'est-à-dire que les ARN messagers migrent dans le cytoplasme. Alors, à quoi servent ces ARN messagers? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ARN messager va être lu par le ribosome, et à chaque
triplet de ribonucléotides va correspondre à un acide aminé. D'accord? C'est pas un ribonucléotide qui correspond à un acide aminé, mais c'est un ensemble de 3 ribonucléotides. Et bien évidemment, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Je parle tout simplement du code génétique. Donc, quand on fait par exemple un triplet de type AUG, donc on regarde ce tableau, ici vous avez un A, deuxième colonne U, et puis on va prendre dernière ligne ici un G. Donc si vous faites AUG, donc un triplet de ribonucléotides, eh bien il code pour la méthionine. Donc en fait, l'information, la séquence en ribonucléotides sur l'ARN messager, cette séquence est lue 3 ribonucléotides par 3, on appelle ça un codon, et ce codon, d'après ce tableau, donc ce codon correspond à un acide aminé. Donc je vous ai écrit, le code génétique représente la relation qui existe entre la séquence de base de l'ADN, qui est elle-même transcrite en ARN messager, et c'est cet ARN messager qui lui va être traduit en une protéine par polymérisation des acides aminés. D'accord? Donc ça c'est le premier ARN dont je voulais vous parler, l'ARN messager. Deuxième ARN important, l'ARN de transfert, qu'on appelle aussi ARNT. Alors cet ARN de transfert, on va d'abord le visualiser dans une structure secondaire qui est représentée ici. Voilà à quoi ressemble l'ARN de transfert. Alors ce que vous devez repérer, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est monobrun. Donc vous avez une extrémité 5' et une extrémité 3'. Et ce que vous pouvez observer, c'est que dans sa structure secondaire, eh bien, ce simple brin s'associe par endroits en double brin pour former des bras. Alors on parle ici d'une structure en forme de trèfle. Donc il y a 4 régions qui sont en double brin. Il y a des régions qui forment des espèces de boucles qu'on appelle loop en anglais. Et il y a une boucle très importante qui est la boucle anticodon. Ce qui vous est représenté ici, c'est l'ARN messager avec son orientation 5', 3'. Et là, on retrouve ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le codon AUG. Donc il se trouve qu'un ARN messager, à un moment donné, on va pouvoir lire AUG pour la première fois. Et cet AUG, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il code pour une méthionine. Il se trouve que la plupart des gènes commencent par AUG. Et la plupart des protéines commencent par une méthionine. Comment est-ce que le ribosome sait qu'en phase d'AUG, il doit mettre une méthionine? Eh bien parce qu'il y a un espèce de traducteur. Et ce traducteur, c'est lui. C'est cet ARN de transfert. Donc cette molécule qui est très complexe dans sa forme, en fait, d'un côté, en 3', elle porte un acide aminé très spécifique, ici la méthionine, et de l'autre côté, elle a une boucle anticodon qui, elle, est complémentaire au triplet qui est lui-même le codon sur l'ARN messager. Et là, les deux structures anticodon-codon vont réaliser, comme pour l'ADN, une complémentarité de phase. Avec le A, le U, avec le U, le A, avec le G, le C. Complémentarité de phase. Et quand arrive l'ARN de transfert et qu'il arrive au niveau de l'ARN messager, eh bien l'anticodon cherche son codon qui correspond. Il le trouve. Si jamais il le trouve, ça veut dire qu'on a apporté dans le ribosome, on a apporté le bon acide aminé, c'est-à-dire la méthionine, on l'a apporté en phase de AUG. Okay? Donc ça, c'est la structure secondaire. En réalité, cette structure secondaire n'existe pas, puisque la structure secondaire en trèfle, ici on vous a mis le code couleur, eh bien elle se replie sur elle-même pour former cette structure qu'on appelle la structure tertiaire de l'ARN de transfert. Okay, donc retenez bien, c'est au niveau 3' qu'on a l'acide aminé, d'accord. Au niveau 3' OH qu'on a cette liaison, on a une liaison, alors c'est une liaison très particulière, hein. J'espère que vous vous rendez bien compte de la chose. Le 3' ici de l'acide nucléique, c'est un alcool, et cet alcool en fait est estérifié avec l'acide, la fonction acide de l'acide aminé. Alors quel que soit l'acide aminé, donc on a une fonction ester ici, d'accord. Donc on a un acide nucléique, on est dans les acides nucléiques, ici un ARN de transfert, qui est lié à un acide aminé. Ça n'a rien à voir, mais il y a une liaison ester.
C'est tout simplement fabuleux. Enfin, j'espère que vous trouvez ça fabuleux. Autre chose, dans ces ARN de transfert, il y a une autre particularité. On va trouver des bases inhabituelles. Alors, exemple de base inhabituelle, eh bien, normalement dans les ARN messagers, on a de l'uridine. Je vous ai représenté ici l'uridine. Je vous rappelle que l'uridine, ça ressemble beaucoup à la thymine, sauf qu'il n'y a pas le CH3. Eh bien, dans les ARN de transfert, on va trouver deux autres types de bases. La dihydrouridine, qui est en fait de l'uridine sans cette double liaison. C'est-à-dire on enlève la double liaison et on rajoute deux hydrogènes. Ça, c'est de l'UH2, la dihydrouridine. Donc par endroit, on va trouver de la dihydrouridine dans l'ARN de transfert. Et on va trouver aussi de la pseudo-uridine. C'est-à-dire que dans la pseudo-uridine, la liaison entre la base azotée et le ribose ne se fait pas ici au niveau du carbone 3, mais elle se fait au niveau du carbone 4, 5, au niveau du carbone 5 ici. Donc on appellera ça une pseudo-uridine. Ok? Et que vous dire d'autre? Oui, alors important, très très important. J'espère que vous avez bien compris que l'ARN de transfert reconnaît le codon grâce à sa boucle anticodon. Mais on pourrait quand même se demander comment il fait pour reconnaître l'acide aminé. Parce que l'ARN de transfert, lui, il est produit génétiquement. D'accord? Il est, si vous voulez, il y a une polymérase qui va, à partir de gènes, il y a des gènes qui correspondent aux ARN de transfert, ces gènes sont transcrits en ARN de transfert. D'accord? Mais la méthionine, elle n'est pas du tout dérivée du gène de l'ARN de transfert. Alors, comment est ajoutée la méthionine à l'ARN de transfert? Eh bien, c'est un truc tout simplement merveilleux. Alors, on ne voit pas très bien, je suis désolé. Mais là, vous reconnaissez la structure tertiaire de l'ARN de transfert, qui est juste ici, là. Et on voit un truc, j'espère que vous la reconnaissez. C'est une structure protéique avec des hélices alpha et des feuillets bêta. Donc, en fait, il y a des enzymes spécifiques. Comment on les appelle? On les appelle des ARNT synthétases, aminoacides ARNT synthétases. C'est-à-dire qu'il y a des enzymes qui reconnaissent spécifiquement, pas n'importe lequel, elles reconnaissent un ARN de transfert particulier qui a une boucle anticodon particulière. Elles le reconnaissent. Et qu'est-ce qu'elles reconnaissent d'autre? Eh bien, elles reconnaissent un acide aminé particulier. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle prend l'acide aminé particulier, l'ARN de transfert particulier, et hop, elle les colle. Elle fait la liaison ester. Donc cette enzyme, c'est une enzyme qui vient réaliser la liaison ester entre l'ARN de transfert et l'acide aminé. Mais comprenez bien, hein, il y a 21 acides aminés, il faut donc qu'il y ait au moins 21 enzymes qui reconnaissent chacune un ARN de transfert et un acide aminé. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Donc la réaction, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, l'acide aminé qui est représenté ici, j'espère que vous reconnaissez la structure générale d'un acide aminé, eh bien, il va d'abord être activé par un ribonucléotide, pas n'importe lequel, il est activé par l'ATP. Souvent, quand on veut activer une molécule, on utilise l'ATP. Et vous voyez que l'ATP va perdre 2 phosphates pour donner de l'AMP, et l'AMP va être lié covalemment au résidu d'acide aminé, mais il est aussi lié covalemment, ce qui est génial, à l'enzyme. Et l'enzyme, elle libère le diphosphate. Donc ça, c'est le diphosphate qui est libéré. D'accord? Et donc ça ressemble à ça. On a quelque chose de covalent, c'est-à-dire on a l'AMP, adénine, ribose, monophosphate, lié au résidu d'acide aminé. Ça, c'est la première étape. On a donc activé l'acide aminé. Et puis intervient alors la deuxième étape. Et dans cette deuxième étape, eh bien, l'acide aminé qui est activé par l'AMP, qui est lui-même lié à l'enzyme, rencontre l'ARN de transfert. Donc l'enzyme reconnaît alors l'ARN de transfert et elle décide de larguer l'acide aminé. Elle le colle à l'ARN de transfert. Et on se retrouve avec ceci. Alors regardez bien, ceci c'est l'extrémité de l'ARN de transfert. Et cette extrémité de l'ARN de transfert, en fait, il finit par, en 3', il y a toujours la même extrémité en 3', on a un 3' avec une adénine.
D'accord? Donc là, on a adénine, ribose, et ce 3'OH ici de l'ARN de transfert, le 3'OH, c'est lui, cet alcool, qui va récupérer l'ester qui était lié à l'AMP et à l'acide aminé. Et bien l'ester est transféré ici, l'acide aminé est transféré sur le 3'OH de l'ARN de transfert. Donc l'AMP est enlevé et le résidu d'acide aminé est collé cette fois-ci à l'extrémité 3'OH de l'ARN de transfert. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, hein. Mais comprenez bien que le 3'OH ici, eh bien, il vient récupérer par une liaison ester l'acide aminé. Donc voilà ce que fait cette enzyme très particulière. Elle reconnaît un acide aminé, elle reconnaît un ARN de transfert et elle colle les deux. Et donc voilà comment on fait des ARN de transfert qui sont spécifiques. Et enfin, un dernier type d'ARN, c'est ce qu'on appelle l'ARN ribosomial, autrement appelé ARN-R. Et l'ARN ribosomial, vous allez voir, c'est un élément très très important des ribosomes. Et je vous ai déjà parlé des ribosomes tout à l'heure, puisque je vous ai dit que, justement, eh bien, la traduction se déroulait à l'intérieur même des ribosomes. Alors pourquoi je vous parle des ARN ribosomiaux? On va voir ça en détail. En fait, un ribosome, c'est une structure macromoléculaire qui contient deux éléments, deux types d'éléments. Il contient des protéines et il contient des ARN. Ce sont des ARN ribosomiaux, des ARN-R. Et c'est un énorme complexe. Regardez un petit peu cette figure. Voilà à quoi ressemble un ribosome. C'est quelque chose de colossal. Et si vous regardez bien dans le détail, eh bien, vous devez observer des hélices alpha. Il y a des endroits où il y a des hélices alpha. Vous devez observer des feuillets bêta. Ça veut dire que cette structure complexe contient des protéines. Mais pas que. Regardez bien, elle contient aussi des acides nucléiques. Ce sont des ARN ribosomiaux. C'est un mélange fabuleux. Ce mélange fabuleux contient en fait deux sous-unités. Alors, voilà la représentation d'un ribosome. Vous avez une grande sous-unité qu'on appelle large, sous-unité large, très grosse, et une petite sous-unité. Il se trouve que la petite sous-unité, elle, ici dessinée en vert, elle contient un seul ARN ribosomial, qu'on appelle l'ARN 18S. Je vous reparlerai tout à l'heure ce que veut dire S, ça veut dire Svedberg. Et puis elle contient 33 protéines, c'est déjà beaucoup. Et bien il se trouve que la grosse sous-unité, elle, encore plus grosse, elle contient, elle, 3 ARN ribosomiaux, l'ARN ribosomial 28S, 5S et 5,8S, et elle contient pas moins de 49 protéines, donc c'est un truc énorme, d'accord? Et c'est ce complexe macromoléculaire qui va constituer ce qu'on appelle le ribosome. Dans ce ribosome, il va y avoir 3 cavités. Une cavité qui vient accepter un ARN de transfert. Donc ici, on vous a dessiné un ARN de transfert qui porte un acide aminé, ici un acide aminé vert. Et puis, il y a un site qui est un site de polymérisation qui porte un ARN de transfert qui, lui, a son acide aminé qui est lié à une protéine en cours de formation. Donc c'est un truc incroyable. Et vous avez un dernier site, une dernière loge dans l'ARN dans le ribosome, pardon, où finalement l'ARN de transfert qui a été libéré de son acide aminé, eh bien, se retrouve tout nu et il est alors éjecté du ribosome. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez complexe, un ribosome. Alors attendez, on a besoin de moi en bas. Je vais donc faire une pause. Et je reviens tout de suite. À tout de suite. Alors, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Alors, attendez. Non, surtout pas ça. Tac. Tac. Oui, j'étais certainement en train de vous parler donc de la traduction. Alors, voilà un petit peu dans le détail comment ça se passe. On va laisser ça en grand. Un petit peu en détail. Donc là, vous avez la grande sous-unité ici du ribosome et en dessous la petite sous-unité. Et là, vous avez en dessous le 5', 3'. C'est tout simplement l'ARN messager, en sens 5', 3'. Là, vous avez le AUG, dont on a parlé tout à l'heure. D'accord ? Je vous rappelle que ce AUG code pour la méthionine. Donc ici, vous avez le UAC, et ça ne devrait pas vous étonner de vous dire que bah là, finalement, il doit y avoir une méthionine. Regardez un petit peu la chaîne latérale qu'on a ici, CH2, CH2 et CH3, c'est bien la méthionine. Donc on a un site qui est le site P,
dans lequel on a la méthionine. Le deuxième acide aminé ici, c'est une sérine, UCC code pour la sérine, donc AGG ici, et puis là vous avez la sérine. Et entre les deux sites, donc les deux ARN de transfert se font face à face avec les deux acides aminés. Ici la fonction acide d'un acide aminé qui est pris par une liaison ester à l'ARN de transfert, donc c'est une pseudo-liaison acide, et là vous avez la fonction amine primaire de l'autre acide aminé, c'est-à-dire de la sérine. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que l'amine ici va venir attaquer l'ester pour le libérer et former la fameuse liaison peptidique que vous connaissez bien, parce qu'on l'a vu des milliers de fois, j'espère. Et quand la liaison peptidique se forme ici, eh bien, la liaison ester ici est rompue et on se retrouve avec un ARN de transfert qui est tout nu. À ce moment-là, le ribosome va se décaler d'un cran. Et cet ARN de transfert va se retrouver dans le site ici, le site E, qui est le site d'éjection, et l'ARN de transfert est éjecté. D'accord? Alors, tac. Alors, attendez, il faut que je me mette en plein écran. Voilà. Oui, bon, bah là, c'est à peu près la même chose. C'est pour vous dire ici que vous avez l'amine du deuxième acide aminé qui vient attaquer ici la liaison ester pour former donc la liaison peptidique dont on vous parlait, donc CONH, ici la liaison peptidique. C'est exactement le même dessin, mais en plus petit, en plus concentré. D'accord? Donc voilà, pour cet ARN ribosomial, donc au final, on a vu trois ARN, l'ARN messager, l'ARN T et l'ARN R, l'ARN ribosomial. Alors à présent, partie suivante, on va en venir aux propriétés des acides nucléiques, ces propriétés qui vont nous permettre de mieux les étudier. Alors, grand 4, donc propriétés de l'ADN et de ses constituants. Alors, une des propriétés particulières des bases azotées, c'est le fait qu'elles absorbent, et notamment, elles absorbent en UV. Alors, quand on fait un spectre UV des bases azotées, voilà ce que l'on observe. Donc, pour les 4 bases ATGC de l'ADN, eh bien, on observe que globalement, elles absorbent vers 260 nanomètres. C'est un maximum d'absorption en nanomètres de longueur d'onde pour ces bases azotées. Si on le compare justement au spectre pour les acides aminés aromatiques, c'est-à-dire ceux qui ont un noyau aromatique et qui sont susceptibles d'absorber, eh bien, donc ça concerne la phénylalanine, l'ananine, la tyrosine et le tryptophane, eh bien, on voit que la phénylalanine est capable d'absorber aux alentours de 260, mais que, grosso modo, la majeure partie de l'absorption des acides aminés dans les protéines se fait par la tyrosine et le tryptophane, et c'est plutôt aux alentours de 280 nanomètres. Et là, ça doit tilter dans votre tête, d'accord? C'est-à-dire que d'un côté, j'ai acide nucléique 260, de l'autre, j'ai acide aminé 280, et peut-être que vous vous rappelez, en TP de BCM, que vous avez étudié le rapport absorbance 260 sur absorbance 280 nanomètres. Parce que quand vous faites ces deux rapports, eh bien finalement, vous en venez à comparer la quantité, le rapport quantitatif qu'il y a entre les acides nucléiques que j'essaye de purifier par rapport aux protéines que j'essaye de relarguer. Et vous reverrez ça dans un des exercices justement. Donc voilà, ça c'est une première propriété. Deuxième, donc de cette propriété d'absorption, eh bien il se trouve que justement les bases nucléiques, les bases azotées des acides nucléiques, comme elles absorbent, elles ont des coefficients d'extinction molaire, et ces bases azotées assemblées dans des polymères, eh bien le coefficient d'extinction molaire va être plus ou moins modifié. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est que selon que vous êtes dans un brin d'ADN double brin, double strand DNA, ou alors un simple brin d'ADN, ou alors tout simplement de l'ARN, eh bien vous aurez des coefficients d'extinction molaire qui seront un petit peu différents. Par exemple, ici, à 260 nanomètres, le coefficient d'extinction molaire est de 6200 litres mol moins 1, centimètre moins 1 pour de l'ADN double brin. À condition que vous soyez en une concentration de 1 molaire, une température ambiante et une concentration en sodium de 0,3 molaire. Et que le rapport entre l'absorbance de 160, c'est-à-dire sur l'absorbance de 180, donc acide nucléique sur protéines, soit supérieur à 1,80. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'acide nucléique que de protéines. C'est-à-dire que vous ayez bien purifié vos acides nucléiques.
Donc si vous avez bien purifié les acides nucléiques, si vous avez rajouté un petit peu de sel de manière à être à 0,3 molaire en sodium et que vous êtes en température ambiante, voilà à quoi est égal le coefficient d'extinction molaire dans le cas où vous étudiez de l'ADN double brin. Et alors ça permet quoi? Beer-Lambert, absorbance égale epsilon LC. Ça veut dire que si j'ai l'absorbance et que je connais l'epsilon, eh bien j'en déduis la concentration molaire. Alors là, il se trouve qu'on va même pouvoir déduire la concentration massique. Parce qu'on sait en fait que 1 mol de nucléotide correspond à 309 mg par millilitre. Donc ça, c'est un bon exercice pour essayer de le retrouver. C'est-à-dire, vous devez d'abord vous demander quelle est la masse molaire d'un nucléotide. La masse molaire moyenne. Nucléotide, hein. C'est-à-dire, imaginons que ce soit ATP ou GTP, ou etc. Donc, vous regardez la moyenne. Et une fois que vous avez la moyenne, eh bien, vous en déduisez une masse moyenne pour 1 mol, et donc une concentration massique moyenne. Et quand je l'utilise dans Beer-Lambert, c'est-à-dire au lieu de prendre une concentration molaire, je vais prendre une concentration massique, et bien voilà le rapport que j'obtiens. C'est-à-dire que si j'ai une absorbance égale à 1, et bien automatiquement, ça veut dire que la concentration massique dans ma cuve de spectro sera exactement égale à 50 microgrammes par millilitre. Donc ça, c'est un truc absolument génial. Par contre, si j'essaye de purifier de l'ADN simple brin et que j'ai une absorbance égale à 1, à 260 nanomètres, ça voudra dire à ce moment-là que j'ai une concentration massique dans ma cuve de 37 microgrammes par ml. Alors là, il y a une notion dont on va reparler tout à l'heure qui est l'hyperchromicité. Vous pouvez repérer, je vous en parle tout de suite là, regardez les epsilon. Quand j'ai de l'ADN double brin, j'ai 6000. Quand je passe en simple brin, c'est-à-dire quand j'ouvre l'ADN, je passe à 8000. Autrement dit, il absorbe plus. Regardez bien mes deux bras. Ça, ce sont les deux brins d'ADN. Où sont les bases azotées? Elles sont à l'intérieur, elles sont cachées. Elles sont cachées par les polymères, ribose, désoxyribose, phosphate, désoxyribose. Donc, en fait, les bases qui absorbent sont cachées. Quand vous ouvrez l'ADN, c'est-à-dire quand vous passez en monobrin, vous ouvrez l'ADN, et donc à ce moment-là, les bases azotées absorbent mieux. On parle d'un effet hyperchrome. D'accord? Elles absorbent mieux. Donc on passe à 8000. Et puis il se trouve que eh bien, l'ARN, lui, il a un coefficient d'extinction molaire qui est intermédiaire entre l'ADN double brin et l'ADN simple brin. Il se trouve à 7700. Et quand on a une absorbance à 260 nanomètres de 1, eh bien, ça veut dire qu'on a une concentration massique en ARN qui est de 40 microgrammes par ml. Donc ça permet de doser. C'est-à-dire il suffit de faire une simple mesure d'absorbance d'un extrait purifié d'acide nucléique, et à ce moment-là, on sait exactement quelle quantité on a réussi à purifier. Donc vous serez amené, donc, à la suite de ces notions, de réaliser l'exercice numéro 7 du devoir maison. Autre caractéristique, eh bien, ces acides nucléiques, les acides nucléiques double brin, donc là on vous a dessiné un acide nucléique double brin, eh bien, quand vous les chauffez, vous augmentez la température, 30, 50, 60, 70, 80, 90, vous augmentez, et au fur et à mesure que vous augmentez, eh bien vous allez voir l'ADN double brin qui va s'ouvrir un petit peu, jusqu'à être à 50% ouvert. Alors quand il est à 50% ouvert, c'est une température très importante qu'on appelle le TM. La température de fusion, le TM. Et puis vous continuez de chauffer, et là il va s'ouvrir totalement. Donc, une fois qu'il est ouvert totalement, donc là, ici, il est ouvert totalement, vous avez deux possibilités. Soit vous le refroidissez lentement, donc vous faites descendre la température tout doucement, et à ce moment-là, vous retrouvez la structure native de départ de l'ADN. Soit vous le refroidissez très rapidement, et alors là, il se passe un truc catastrophique, c'est-à-dire que vous allez avoir des zones qui vont s'apparier, mais ce n'étaient pas les bonnes zones. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui n'auraient pas dû s'apparier, qui vont s'apparier. Donc, il va s'apparier de manière biscornue. D'accord? Et ce n'est pas du tout la bonne manière. Donc, il faut obligatoirement, quand vous réappariez un ADN, il faut le faire lentement. Alors, ça permet quoi? Eh bien, ça permet quelque chose de très, très, très important. Cette notion de dénaturation du double brin, ça permet d'envisager ce qu'on appelle l'hybridation d'une sonde.
Alors regardez un petit peu ce schéma. Ici, vous avez un ADN double brin et on le chauffe, on augmente la température progressivement jusqu'à arriver au TM, qui est la température où l'acide nucléique se trouve dénaturé à 50%. Et vous continuez de chauffer au-delà du TM jusqu'à arriver à 95 degrés Celsius. Et là, vous avez les deux brins qui sont totalement séparés. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passerait si je rajoutais un petit bout d'acide nucléique, mais vraiment un tout petit bout, 20 nucléotides par exemple, un tout petit bout que j'appellerais sonde, un petit bout d'acide nucléique, et qui serait marqué. Il serait marqué par un fluorochrome ou alors par un isotope radioactif. Je le rajoute. Et là, je redescends de 95 degrés Celsius, je redescends la température jusqu'au TM. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, la sonde, elle se trouve embarquée. C'est-à-dire que la sonde, si jamais elle a une séquence qui est complémentaire de mon acide nucléique, eh bien, elle va venir se coller. Elle va venir s'hybrider. On va faire un hybride, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas naturel. Et c'est très important de faire un hybride parce que imaginez que dans ATTTT, GCCCCCCCTT, GCCCC, ATTTTA, dans cette longue séquence, je cherche une séquence bien particulière ATGC. Eh bien, il me suffit d'avoir une sonde qui soit complémentaire à ATGC. Et cette sonde, je la mets en présence et elle va venir directement se coller à ATGC. Si jamais la sonde se colle, ça veut dire que la séquence ATGC existait au départ dans mon ADN de départ. Donc, le fait que la sonde se colle me donne une information. Quelle information? Ça me dit, la séquence que tu cherchais est bien présente. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Vous n'avez qu'à imaginer, donc là je vais très très loin, mais une scène de crime. Vous avez l'ADN d'un individu, d'un criminel, et puis vous avez une scène de crime, vous avez récupéré plein de morceaux d'ADN différents. Et vous allez vous servir de l'ADN du criminel comme sonde. Et là, vous allez vous rendre compte que sur la scène de crime, eh bien, ça ne s'hybride pas. Ça veut dire que ce n'est pas ce criminel-là qui est intervenu sur cette scène de crime. C'est très important l'hybridation. D'accord? Alors, quand vous chauffez, donc tout à l'heure je vous parlais de l'hyperchromicité. Alors voilà ce qui se passe. Vous avez un ADN double brin. Alors là, on vous a mis deux ADN. Un ADN rouge, un ADN vert. Deux ADN, chacun est double brin. Vous commencez à chauffer, donc la température augmente. Elle augmente, et là on a l'absorbance. Il y a écrit DEOS en anglais, mais c'est de l'absorbance. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout à coup, à une certaine température, eh bien, l'absorbance augmente pour le rouge. Pourquoi? Parce que vous ouvrez l'ADN et donc les bases azotées se trouvent exposées. Donc l'absorbance augmente. Et vous avez une courbe sigmoïde. D'accord? Et là, si on faisait la méthode des tangentes comme on fait pour le dosage en pH-métrie, eh bien on obtiendrait non pas un volume à l'équivalence, mais on obtient le TM, c'est-à-dire la température où 50% de l'ADN est ouvert. Le TM pour cet ADN rouge est de 77 degrés Celsius. Et puis on se rend compte que pour cet autre ADN, cet ADN vert, eh bien lui, il a un TM beaucoup plus élevé. Alors, on verra un petit peu pourquoi tout à l'heure, mais on en a déjà un petit peu parlé au niveau des ADN. Les GC ont 3 liaisons hydrogènes, alors que les AT ont 2 liaisons hydrogènes. D'après vous, qu'est-ce qui est plus difficile à décrocher? Des ADN qui ont beaucoup de GC ou beaucoup de AT? Ce qui est plus difficile à décrocher, c'est justement quand vous avez beaucoup de liaisons hydrogènes. Donc, plus votre ADN aura de GC, plus il sera difficile à ouvrir. D'accord? Donc, il n'aura pas le même TM. Donc, on peut déterminer ce fameux TM, la température de fusion, justement en mesurant l'absorbance. Donc, on mesure l'absorbance en fonction de la température. Et quand vous faites ça, quand vous faites cette courbe, eh bien, vous obtenez ici le TM par une analyse graphique. C'est à 50%, paf, on a le TM. Donc ça, c'est un premier moyen d'avoir le TM. Mais en réalité, c'est rare qu'on utilise ce moyen pour obtenir le TM. Généralement, le TM se calcule à partir de la séquence. Bon. Mais en tout cas, en faisant une analyse graphique, vous verrez que ça va être justement le sujet de cet exercice numéro 9 que vous devrez faire, donc exercice numéro 9 à faire dans ce devoir maison.
Il y a d'autres moyens d'obtenir le TM. Donc la plupart du temps, le TM, il va être calculé, il va être estimé avec une règle qui s'appelle la règle de Wallace. Et justement, cette règle de Wallace vous sera expliquée en détail dans l'exercice numéro 12. Donc vous devrez aussi réaliser cet exercice numéro 12. Enfin, pour terminer sur cette hybridation de sondes, une technique très intéressante. Alors, vous savez, quand vous faites une électrophorèse, on peut faire une électrophorèse de protéines, mais on peut aussi faire une électrophorèse d'acide nucléique. Je vous rappelle que les acides nucléiques ne sont pas des molécules colorées. Donc quand vous mettez des acides nucléiques en haut dans les puits, que vous les faites migrer parce que ici c'est chargé négativement, et que au pH ici de l'électrophorèse, eh bien vos acides nucléiques, les acides sont donc chargés négativement, ils vont descendre. Plus l'acide nucléique est gros, plus il reste en haut, plus il est petit, plus il descend. Et à la fin de l'électrophorèse, comme ils sont incolores, on ne voit rien. Alors il y a deux techniques. Soit on utilise un colorant spécifique, par exemple le Fast Blue. Ce Fast Blue, c'est un colorant bleu, et on va colorer le gel, et ça va colorer, chaque bande électrophorétique va être colorée en bleu, et va nous identifier à quel endroit se trouve l'ADN. L'ADN double brun, l'ADN simple brun, par exemple. Et puis, il y a une autre technique qui utilise ce qu'on appelle une molécule intercalant. Cette molécule n'est pas du tout un pigment, d'accord, mais cette molécule-là, à la lumière normale, est incolore, mais quand vous passez en UV, eh bien cette molécule qui est le bromure d'éthidium, en UV à 254 nanomètres, devient fluorescente. Et que fait ce bromure d'éthidium? Eh bien, il vient se coller entre les paires de bases. Alors, je vais vous montrer ça sur l'ADN. Où es-tu, petit ADN? Alors, tiens, je ne me rappelle même plus où est l'ADN. Voilà. Ici, vous avez un schéma de l'ADN. Donc ça, c'est un ADN double brun. Et là, vous avez un espace entre deux paires de... Donc là, c'est une paire de bases. Là, c'est une autre paire de bases. Eh bien, le bromure d'éthidium se fixe spécifiquement entre les paires de bases. Donc, à chaque fois que vous avez une paire de bases, eh bien, vous avez l'intercalant, la molécule, qui spécifiquement vient se coller. Donc, elle n'est pas spécifique de A, de T, non, du tout. Elle vient s'intercaler dans l'ADN. Et donc, c'est génial parce que, en fait, ce bromure d'éthidium, une fois que vous avez fait votre électrophorèse, vous mettez votre gel à tremper dans le bromure d'éthidium un certain temps, puis vous prenez votre gel avec des gants parce que c'est mutagène, le bromure d'éthidium, et les UV aussi, tant qu'on y est, et vous le mettez ensuite sous une plaque de verre que vous allumez en UV, et là vous prenez une photo, vous avez une fluorescence, et les bandes deviennent fluorescentes. Et vous voyez les acides nucléiques, à quel endroit ils ont migré sur votre gel. Donc ça, c'est une technique très intéressante. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que ici, eh bien, à chaque fois qu'il y a un acide nucléique, eh bien, on voit ici tous les acides nucléiques. Donc, ce n'est pas du tout spécifique. Si je cherche spécifiquement à trouver la séquence A, T, G, C, eh bien là, en réalité, j'ai tous mes ADN. Donc, ce n'est pas très intéressant. Comment faire pour repérer spécifiquement un ADN avec une séquence précisément? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va utiliser une sonde. Donc j'utilise une sonde, la sonde je l'hybride, d'accord, et ensuite le résultat de l'hybridation, eh bien je vais le mettre sur mon électrophorèse. Alors en réalité ça se passe à l'inverse. Donc regardez un petit peu ce schéma. J'ai une cellule. De cette cellule, je vais extraire l'ADN. On verra tout à l'heure comment on fait pour extraire l'ADN. J'ai récupéré mon ADN qui est extrait et je vais le cliver avec des enzymes. Donc je coupe mon ADN. J'ai des petits morceaux d'ADN. Chaque morceau d'ADN, qui est donc incolore, je le mets à séparer sur un gel d'électrophorèse. D'accord? Donc je me retrouve avec tout simplement un gel électrophorèse, mais chaque morceau est incolore. Okay? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que de mon gel, je vais accoler une membrane, une sorte de banylon que j'accole contre mon gel. Je mets mon banylon et puis je rajoute des papiers buvards, tac, 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 plein de papiers buvards, et je vais serrer le tout et je vais envoyer un courant. Et là, il va se passer un truc incroyable, c'est que les séquences d'ADN qui étaient piégées dans le gel, elles vont être attirées par la borne opposée et elles vont traverser le gel pour aller se prendre dans les mailles du nylon, du banylon. Elles vont se prendre dans les mailles. Et là, je vais avoir une membrane
Ensuite, au bout de 24 heures, je récupère ma membrane de nylon et je la mets à baigner dans un bain. Et il se trouve que dans ce bain, qu'est-ce que je rajoute? Eh bien, je vais rajouter une probe. La probe, c'est quoi? C'est ma sonde. Donc j'ai mon bas, ici, ma membrane. Remarquez ici, cette membrane, elle a exactement les acides nucléiques qui sont exactement positionnés au même endroit que sur mon gel. Et quand je rajoute ma sonde, eh bien, la sonde, elle arrive à rentrer dans cette espèce de membrane, elle traverse l'émail et elle cherche l'acide nucléique qui a la même séquence. Et là, elle se colle. Et il se trouve que justement, que ma sonde, elle est par exemple radiomarquée, c'est-à-dire elle a une extrémité qui est marquée, la sonde. Et quand elle se colle, eh bien, à ce moment-là, tout cet acide nucléique-là, celui-là, mais pas les autres, celui-là va être radiomarqué. Et donc, quand je fais ensuite une autoradiographie, voilà ce que j'obtiens comme photo. Il n'y a uniquement qu'un seul endroit de mon gel, enfin de ma membrane, qui donne un signal, ici. Et pas les autres, mais juste ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que cette séquence d'ADN là qui était complémentaire à la sonde que j'ai utilisée. D'accord? J'espère que vous avez à peu près bien compris. Donc voilà, l'hybridation, les notions de sonde, ça c'est hyper important. Enfin, autre technique intéressante qui dérive de l'hybridation, on va en reparler tout à l'heure dans une autre partie, mais je vous en parle dès maintenant parce qu'on est toujours dans l'hybridation, c'est le séquençage. Alors ça veut dire quoi, séquencer? Eh bien séquencer, c'est par exemple j'ai A, T, G, C, C, T, A, j'aimerais connaître la séquence. Comment je fais pour un truc qui est tout petit, minuscule? Comment je fais pour connaître la séquence? Alors on verra une technique tout à l'heure, mais il y a une technique par hybridation qui est vraiment super cool. On a des espèces, les techniciens, les ingénieurs ont construit des espèces de puces. Ici vous avez une main gantée qui tient une espèce de puce, et sur cette puce, quand on agrandit mais énormément de fois, ce que l'on peut observer, c'est que sur cette puce sont collés un par des robots, des nanorobots. On a collé ici des polymères de nucléotides. D'accord? On a collé des polymères de nucléotides avec des séquences parfaitement connues. Des petits bouts. Par exemple, ici on a A, T, G, C. Ici on a T, C, T, G, etc. etc. C'est-à-dire, à chaque endroit sur ma puce, je sais exactement quel petit bout de séquence. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, l'ADN que j'ai récupéré, que je veux séquencer, qui est très long, qui fait des millions de paires de bases, je le découpe en petits morceaux. Les voilà, les petits morceaux. D'accord? Et chacun des petits morceaux, je fais en sorte qu'on lui rajoute un fluorochrome. Ok? Alors je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou c'est dans l'autre. Enfin bref. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'aurez compris, quand vous avez des séquences qui sont complémentaires, eh bien forcément, à un endroit précis de la puce, il va y avoir un fluorochrome. Plus vous avez du fluorochrome qui se met à un endroit bien précis, eh bien plus la petite lumière va changer de couleur. Plus on rajoute de fluorochrome, plus ça devient rouge par exemple. Donc il suffit d'un microscope électronique, c'est à ce point-là, on va regarder les couleurs par microscopie électronique, et il y a un ordinateur qui va évaluer les couleurs à chaque point, il va évaluer les couleurs et il va dire « Ok, je suis sûr qu'il y a beaucoup de telles séquences, puisqu'on est à tel endroit, puis il y a un petit peu moins de telle autre séquence, etc. etc. » Et croyez-le ou non, mais chacune des séquences ici est un morceau de puzzle qui sont chevauchants. Donc au fur et à mesure, grâce à cette image-là, l'ordinateur peut reconstruire la séquence. Donc ça c'est du lourd. J'en dirai pas plus. Alors on en a fini avec cette partie un petit peu sur l'hybridation. À présent, je voudrais vous parler des techniques plus classiques de séquençage. Une technique de séquençage très importante, très connue, qu'il faut bien comprendre, c'est la technique de Sanger. Alors, Sanger, c'est un biochimiste très connu qui a eu le prix Nobel. Donc il faut vraiment connaître sa technique, et qui a permis de réaliser une des premières techniques de séquençage des acides nucléiques par voie enzymatique. D'accord? Alors, comment il a fait? Alors déjà, regardons un petit peu le principe de base. Vous avez un ADN, ici en vert, un ADN matrice. Et vous voulez connaître la séquence de cet ADN ici.
qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va apporter dans un tube, à cet ADN vert, on va lui apporter une amorce. Donc là encore, on fait une hybridation. Mais on ne la choisit pas n'importe comment, cette amorce. Elle contient peut-être une vingtaine de nucléotides, et on sait exactement le contenu de l'amorce, et on connaît la séquence de l'amorce, et on sait aussi que notre ADN matrice a une partie de son ADN qui est complémentaire à l'amorce. D'accord? Donc il faut avoir rusé un petit peu, c'est-à-dire que l'ADN qu'on veut séquencer, qui est très long à droite, et bien juste à gauche, eh bien il a un petit bout dont on connaît la séquence, qui est complémentaire à notre amorce. Et puis, dans le tube, on rajoute l'amorce et on rajoute l'ADN polymérase. Que fait l'ADN polymérase? Elle dit, hey, une extrémité 3'OH, c'est pour moi ça. Alors elle se colle dessus, et là elle se dit, mais c'est tout, là il y a un nucléotide, là, il est tout seul, c'est A, il faut que je lui mette un T devant, et hop, elle attrape un T, et elle polymérise. Donc en fait, l'ADN polymérase, si vous lui rajoutez des désoxyribonucléotides, DATP, DCTP, DGTP, DDTP, elle va polymériser le nouveau brin. Tac, 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 elle va tricoter. D'accord? Donc ça, c'est le principe de base qui sert d'ailleurs à la réplication que vous avez vu en BCM. Alors, quel est le rapport, vous allez me dire, avec le séquençage? Bien, regardez un petit peu le génie de Sanger. Là, vous avez l'ADN bicaténaire. D'accord? Vous avez un double brin. Vous avez l'ADN ici qu'on veut séquencer. CGTATA. CGTATA. Imaginons qu'on lui apporte une amorce. GCAT avec une extrémité 3'. On va bien sûr lui rajouter la polymérase. D'accord? Et puis on va lui rajouter les désoxyribonucléotides, DATP, DTTP, DCTP, DGTP. On les met en excès. On fait en sorte qu'il y en ait beaucoup. Et puis, on va faire 4 tubes différents, 4 expériences. C'est-à-dire, en plus de mettre les désoxyribonucléotides, eh bien, dans chacun des tubes, on va rajouter un seul didésoxyribonucléotide. Alors, c'est quoi un didésoxyribonucléotide? Le voilà, le didésoxyribonucléotide. Regardez bien un petit peu le détail. Ici, l'adénine, ici, le ribose. Ben, monsieur, c'est pas le ribose. Regardez, en 3', il n'y a pas OH. En 2', il n'y a pas OH. S'il n'y a pas OH en 2', c'est un désoxyribonucléotide. Mais en 3', il n'y a pas de OH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, la polymérase, elle n'a pas de 3' OH qu'elle peut continuer de polymériser. Autrement dit, si ici, l'enzyme, elle incorpore non pas un DATP, mais un DDATP, elle a le droit de le faire, en 5', eh bien il va se trouver que, hop, à l'extrémité 3', il n'y aura plus de OH. Et s'il n'y a plus de OH, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un 3'H, et là l'enzyme, elle est bloquée. Ok? Alors je reprends l'expérience. Dans ce premier tube, ici, on a mis un DDATP. Ce qui veut dire que l'enzyme, elle va commencer à tricoter. Elle tricote. Ici, en face, elle met un T. Là, elle met un G. Ici, elle met un T. Ici, elle met un C. Et là, il y a un T. Donc, elle doit mettre un A devant. Alors, elle trouve un A. Elle met un A. Mais des fois, au lieu de mettre un DATP, elle ne va pas mettre un DATP, elle va mettre un DDATP. Donc, des fois, en face de ce T, d'ailleurs, il y en avait un dès le début, là, pardon. Donc, en face de ce T, elle va mettre un DDATP. Or, comprenez bien, c'est que si elle met un DDATP, ça veut dire que elle ne pourra plus du tout continuer. Donc, il va y avoir des moments donnés où l'enzyme, en fait, elle va être bloquée, kéblo. C'est-à-dire qu'il y aura un double brin d'ADN qui va être bloqué par un DDATP. Mais pas tous, parce qu'il y a des millions de brins. Alors, là, elle aura pu mettre un A et elle sera bloquée. Et puis là, elle n'est pas bloquée parce qu'elle aura mis un DATP. Donc elle fait ça, puis de nouveau, il fallait un A. Là, elle s'est trompée, elle a mis un DDATP, donc c'est bloqué. Mais pas tous. Il y a là où elle aura pu continuer. Puis là, de nouveau, il faut un A. Là, elle sera de nouveau trompée. Alors, regardez bien. Il y a donc, dans ce tube, 3 fragments d'ADN qui ont été construits. Des petits, des moyens et des grands. Et quand vous mettez le résultat de chacun de ces tubes dans des puits spécifiques d'électrophorèse, eh bien vous avez un très grand qui migre pas loin, un moyen et un petit.
Et on sait que chacune de ces bandes électrophorétiques, on sait que ce sont des ADN qui finissent par des A bloqués, parce qu'on est dans l'expérience des DD-ATP. D'accord? Expérience suivante, deuxième tube, ce sont les DD-DTP. Donc ici, j'ai mes bandes qui finissent par des T. Ici, j'ai mes bandes qui finissent par des C. Ici, j'ai mes bandes qui finissent par des G. Et au final, regardez bien ce gel. Eh bien, ce gel, si je veux connaître la séquence, il suffit de lire de bas en haut. Regardez bien cette flèche qui vous a été dessinée. Si je lis de bas en haut, j'ai une bande ici. C'est l'expérience A. C'est le tube DD-ATP. Donc, en fait, j'écris séquence 5' A. A, T, G. Regardez bien. Ici. C'est où alors? C'est où? A. Alors non, c'est là. A, T. Non, alors attendez, je suis en train de vous dire des conneries. Oui, c'est là. C'est le brin complémentaire que je lis. Regardez. A, T, G, T, C. A, T, G, T, C. D'accord? Donc ce que vous lisez en fait ici, c'est le brin complémentaire. Vous lisez le brin complémentaire dans le sens 5', 3'. Donc j'espère que vous avez bien compris cette expérience parce qu'il y a un exercice en DM qui est très important qu'il faut savoir refaire. Ok? Exercice numéro 23. Alors, ça c'était le séquençage par voie enzymatique. Sachez qu'il existe une autre technique de séquençage qui est par voie chimique, qui reprend exactement la même technique que celle-ci, mais c'est au lieu de rajouter un DD nucléotide, en fait on va rajouter un constituant chimique qui vient casser soit derrière A, soit derrière T, soit derrière C, soit derrière G. Donc il y a 4 molécules chimiques qu'on rajoute dans 4 expériences différentes et qui viennent casser le brin. Voilà, c'est à peu près similaire, sauf que ça n'interrompt pas la polymérisation, ça laisse faire la polymérisation, mais qu'après ça vient casser. Donc c'est un petit peu différent, c'est la technique de séquençage par voie chimique. Ici c'était par voie enzymatique, retenez surtout la voie enzymatique. Et puis, il y a des techniques plus modernes, par automate. Ces techniques plus modernes, on vous le dit ici, c'est-à-dire que en fait, quand vous avez obtenu vos différents fragments, vous voyez que chacun des fragments, j'espère que vous l'aurez compris, ils ont tous une longueur différente. Ici j'ai 1, ici j'ai 2, ici j'ai 3, ici j'ai 4, ici j'ai 5. Donc il n'y en a pas un qui est identique, ils ont tous des tailles différentes. C'est normal parce qu'à chaque position, j'ai un nucléotide différent. Eh bien, au lieu de les mettre sur un gel, on peut très bien les mettre sur une chromato-d'exclusion. Donc imaginez, tous mes fragments, au lieu de les mettre en gel électrophorèse, je les mets dans une chromato-d'exclusion. Dans une chromato-d'exclusion, les plus gros sortent en premier. Et bing, premier pic. Puis le deuxième, moins gros, bing, deuxième pic, troisième pic, quatrième pic. Et vous remarquez ici que chaque pic a une couleur différente. Et que chaque couleur ici de pic correspond à un nucléotide bien précis. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, on a fait en sorte que au lieu qu'ils soient marqués par de la radioactivité, eh bien, les nucléotides, les 10 désoxyribonucléotides, soient marqués par des fluorochromes. Et quand ils passent dans la colonne de chromatographie qui sortent de la colonne, eh bien, il y a un laser qui mesure la fluorescence. Et ça donne ce chromatogramme magnifique qui va mesurer à chacune des positions quel nucléotide sort de la colonne. Donc ça, c'est une chromato-d'exclusion. Il existe d'autres techniques, par exemple, une électrophorèse capillaire. Capillaire cette fois-ci, donc c'est pas un grand gel électrophorèse, c'est juste un tube très très fin dans lequel il y a un gel semi-fluide dans lequel vont transiter les différents, donc c'est comme une chromato-d'exclusion, vont transiter les différents morceaux d'ADN de taille différente. Et eux aussi, ils ont des fluorochromes différents en fonction des bases azotées provenant des 10 désoxyribonucléotides. Encore une fois, on envoie un laser, il y a un récepteur et on récupère le même chromatogramme que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc ça, ce sont des techniques automatiques et c'est très important les techniques automatiques parce que ça a permis de délivrer le génome de l'homme, le génome de toutes les bactéries, le génome de toutes les plantes. Si aujourd'hui on arrive à connaître tous les génomes et de les comparer et de les comprendre, eh bien c'est justement parce qu'on a réussi à automatiser. Alors que la technique de Sanger, par exemple, c'était très 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 laborieux. C'était la première fois, mais c'était super laborieux et super long. Ok? Partie grand 5, et puis,
Dernière partie, mais on va aller vite. Extraction, purification des acides nucléiques. Alors on peut extraire l'ADN et puis on peut le purifier. Alors comment on fait? Eh bien, pour extraire l'ADN, bien évidemment, il nous faut des cellules ou des tissus. Donc on prend un tissu, on va broyer le tissu, on va extraire les cellules. Les cellules, on va les éclater, donc on va les liser. Et puis, ce qu'on va obtenir, bien évidemment, c'est un mélange de protéines, d'ADN et d'ARN. Alors nous, ce qu'on veut, c'est uniquement l'ADN et surtout séparer l'ADN des protéines. Donc comment on fait pour séparer l'ADN des protéines? Eh bien, on va utiliser le phénol et puis un tampon Tris. Et on va homogénéiser, on va réaliser une ultracentrifugation par exemple à 10 000 G, à 4 degrés Celsius, très important, pour ne pas dénaturer les molécules. Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec un surnageant qui contient tous les acides nucléiques. On va se retrouver avec une interface qu'on appelle un gâteau protéique. Et puis, dans le surnageant, on va avoir le phénol qui lui aura récupéré tous les lipides. On va alors réaliser une solubilisation des acides nucléiques dans le chloroforme, en présence d'isoamyle, donc d'un alcool, volume à volume. Et là, à ce moment-là, on va avoir, donc on aura réussi à se débarrasser des protéines, on va avoir un surnageant qui, lui, va contenir uniquement les acides nucléiques. Donc voilà pour ce qui est de l'extraction. Une fois qu'on a réalisé l'extraction, eh bien, ce que l'on a réussi à extraire, on va le mettre dans l'alcool pur, en présence de chlorure de sodium 3 molaires. On va mettre donc notre solution purifiée, et là, l'alcool, en fait, il va condenser l'ADN dans un espèce de filament blanc, blanchâtre, que l'on va voir, on le verra dans les Pendorf, on verra une espèce de petite méduse blanche. Et on va réaliser une ultracentrifugation pour essayer de bien la mettre dans le culot. Et ce culot d'ADN, on va le reprendre dans de l'alcool à 65%, qu'on va laver aussi avec du chlorure de sodium, puis après dans l'alcool à 75%. Une fois encore, on va faire une centrifugation, et puis on va récupérer donc l'ADN dans le culot, qu'on pourra faire évaporer, on va faire évaporer tout l'éthanol, et ce qui sera au fond du tube sera l'éthanol qu'on pourra ensuite resolubiliser, soit dans de l'eau pure, soit dans du tris. Donc vous voyez, c'est des étapes longues, mais qui fonctionnent très très bien. Ça c'est pour l'ADN, et puis il existe des techniques aussi pour purifier, donc extraire l'ARN. Alors ce qui est important quand vous extrayez l'ARN, c'est de faire très attention à l'ARN, parce qu'il existe des enzymes spécifiques qui dégradent l'ARN, donc il faut rajouter des inhibiteurs d'ARNase, voilà comment elle s'appelle. Et puis il y a une technique très intéressante pour purifier les ARN messagers, c'est tout simplement d'utiliser des colonnes qui sont des colonnes d'oligo-DT. Alors pourquoi on utilise des colonnes, des chromatos d'affinité avec des oligo-DT? Alors c'est quoi un oligo-DT? Eh bien c'est un polymère de nucléotides, de désoxyribonucléotides, qui portent des thymines. Pourquoi? Eh bien parce que les ARN messagers ont une particularité structurale dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'ils ont à la toute fin de l'ARN messager, on a une queue, ça s'appelle comme ça, une queue poly-A. On a plein de A. Pourquoi? C'est comme un capuchon d'un stylo. Le capuchon, il vient protéger la mine du stylo. Donc en fait, cette queue poly-A, elle protège l'information qui est dans l'ARN messager. Donc un bon moyen de purifier des ARN messagers, c'est de créer une chromato d'affinité avec des poly-DT et vous faites passer tous vos ARN dessus. Et uniquement les ARN messagers vont venir se fixer. Tous les autres ARN, vous allez pouvoir les retirer de la colonne en modifiant bien sûr les liants. Et quand vous passez en conditions plus importantes d'éluants, en certaines concentrations, ici c'est le KCl qui va être modifié, à ce moment-là, les ARN messagers vont se détacher des oligo-DT et vous aurez purifié les ARN messagers. Voilà, donc j'en ai fini avec cette grande carte mentale sur les acides nucléiques. Elle est énorme, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous pouvez vous servir du lecteur de cartes pour aller voir toute cette carte, la revoir en entier si vous avez besoin, la conserver bien évidemment. Et je vous rappelle donc vous avez différents exercices à faire que je vais vous mettre donc dans le mail. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!